en juillet dernier, ils ont annoncé l'acquisition d'une société qui s'appelle Sateba, qui est le leader européen dans la production de traverses pour le rail. Eux étaient déjà très forts aux États-Unis et en Australie. Donc, suite à cette acquisition, le groupe va devenir le leader mondial des équipements dédiés au rail. Donc, c'est typiquement une idée à avoir si on veut s'exposer au plan de relance sur le rail pour tout ce qui est infrastructure. Bonjour, bienvenue sur SR TV dans notre émission Bourse où les gérants analystes viennent nous partager leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Guillaume Biour, fund manager et analyste equity chez Gay-Lussac Gestion qui nous a rejoint. Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphane. Deux mots peut-être de présentation sur votre maison. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont peu nombreux, mais au cas où. Gay-Lussac Gestion, société de gestion française qui a bientôt 30 ans. Créé par Emmanuel Lossinette, une société de gestion qui s'articule autour de 3 pôles, la gestion collective, l'épargne salariale et la gestion privée. Il faut savoir que l'ADN de Gay-Lussac Gestion est principalement sur les small caps et en particulier les micro caps. On a lancé notre premier fonds micro en 2007. On s'est élargi sur l'univers européen un petit peu plus tard et assez récemment on a lancé notre fonds Gay-Lussac Microcap Monde. Donc toujours sur un même process d'investissement qui s'articule autour de quatre étapes. Un process d'investissement qui combine à la fois le quantitatif et le fondamental, puisque dans ces 4 étapes, la première est tout simplement le screening d'un univers d'investissement autour de 3 différents critères: la faible volatilité, la faible sensibilité, plus communément appelée bêta, et un critère de performance, tout simplement, qui nous permet de réduire l'univers, puisque sur les small, la cote est quand même assez vaste, surtout dès qu'on passe sur l'univers européen, et je ne vous parle même pas de l'univers mondial qui est vraiment très vaste. Au-delà de ça, la deuxième étape vient, si vous voulez, on établit des thèmes conjoncturels et structurels lors de nos comités d'investissement présidés par Jean-Pierre Petit des Cahiers Verts de l'économie, qui nous permettent de réduire encore la liste de valeurs potentiellement investissables. La troisième étape étant l'analyse fondamentale en détail, donc une analyse complète du business model, du marché, de la valorisation de la société. Et la quatrième étape, qui repose sur les critères quantitatifs dont on a évoqué, mais uniquement les critères quantitatifs défensifs, va permettre de faire une gestion en budget de risque, de pondérer la valeur et de savoir d'éviter un petit peu les biais comportementaux, de ne pas tomber amoureux de sa valeur. Typiquement, si la volatilité augmente sur une des valeurs du portefeuille, que cette valeur est très bien classée, que la volatilité augmente et qu'elle baisse dans les classements, on va être automatiquement contraint de la réduire. Donc voilà un petit peu le process d'investissement qui est core à l'intégralité des fonds Gay-Lussac. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale et qui a vraiment fait ses preuves, puisque sur le fonds Gay-Lussac Microcap qui a été lancé en 2007, on a une performance annualisée de plus de 10% avec une volatilité d'environ 10,5, soit un tiers de moins que faible contenu, comparé au fonds small cap de la place. Il faut savoir que dernièrement, on a développé une nouvelle expertise, une expertise globale macro, qui a été lancée il y a quasiment un an, ça fera un an en septembre, qui vient compléter notre savoir-faire sur les actions. D'accord. Alors, sur les 3 valeurs que vous avez choisi donc, de nous parler aujourd'hui, donc elles ont un point commun, lequel ? Et alors, le point commun à ces valeurs, c'est qu'elles sont toutes les 3 allemandes, small cap allemandes, et que ces valeurs vont, selon moi, bénéficier du plan de relance allemand qui a été annoncé le 4 mars dernier. Il faut savoir que les 3 dernières années ont été très compliquées en Allemagne. Oui. L'Allemagne sort de 3 années de récession. Et début mars, l'Allemagne annonce 2 plans
un plan dans la défense dont j'imagine que vous avez entendu parler, de 500 milliards. Et un deuxième plan, un plan infrastructure, toujours hors budget, de 500 milliards également, qui va s'organiser de la sorte suivante. 400 milliards destinés aux infrastructures et 100 milliards destinés à l'écologie. Nous, on va s'intéresser particulièrement au plan d'infra. Pour vous donner un ordre d'idée sur le plan d'infrastructure, entre le moment où aujourd'hui il y a l'initiative, le moment où tout est acté et le moment où les budgets seront déployés, on estime qu'il sera en période de croisière en termes de déploiement à horizon 2028. D'accord. Et ce plan représente environ 0,8% du PIB allemand supplémentaire investi dans les infrastructures, ce qui est tout simplement énorme. En termes de plan de relance, c'est du jamais vu depuis tout simplement depuis la... Marshall, quasiment. Non, mais depuis la réunification. Ah oui. Et donc, je pense que typiquement, ce plan va s'articuler dans les infrastructures, mais en particulier sur le ferroviaire, qui devrait, selon moi, être un très très bon thème pour les prochaines années, puisque le ferroviaire combine un certain nombre de mégatrends qui devraient l'aider à accélérer en termes de développement. Donc les prises de conscience des gouvernements qui lancent des plans afin d'aider à tout ce qui va être décarbonisation, parce que le train génère quand même 70% de moins d'émissions de CO2 que l'avion, ou même pour les voitures, c'est nettement moins comparé au train, à l'avion, mais ça reste un des moyens de transport les plus évidents en termes de réduction carbone. Outre cela, il va falloir rénover l'intégralité des infrastructures européennes. Et globalement, tous ces plans qui sont mis en œuvre devraient aider à booster la croissance de ces sociétés. Donc à la fois sur le rail, avec des sociétés, je pense comme une première, Vossloh. À Vossloh, typiquement, une société allemande qui fait un peu plus d'1 milliard de capitalisation boursière. Vossloh, qui est le spécialiste, entre guillemets, de la production d'équipements qui tournent autour des infrastructures ferroviaires, à la fois des traverses, des attaches pour le rail, de la maintenance du rail en tant que tel. Pourquoi est-ce que Vossloh est intéressant, et surtout en ce moment, c'est que le groupe est passé par une phase très compliquée. 3 années de restructuration, et maintenant ça commence à aller mieux depuis que le groupe en 2021 a vendu sa division de matériel roulant. Il produisait en fait des locomotives diesel, donc avec un vrai besoin de passer à l'électrique et potentiellement à l'hydrogène. Sauf que Vossloh étant un tout petit acteur comparé à des Stadler ou typiquement à des Alstom, il n'avait pas le scale. Et donc ils se sont concentrés sur le réseau. Exactement. Cette division brûlait 50 millions de cash par an, n'était pas rentable. Donc ils l'ont très mal vendu, mais ils l'ont vendu. Ce qui leur a permis de remonter les marges par effet de mix, de stopper cette hémorragie de cash et typiquement de se reconcentrer sur leur business core. Aujourd'hui, après une restructuration qui a pris un certain nombre de temps, 3 ans quasiment, le groupe a réussi à remonter ses marges d'EBIT d'environ 10% et vise faire environ 5% de croissance organique d'ici à 2030. Donc globalement, ça a été une belle inflexion. Et quand je vous dis 5% de croissance organique, c'est avant même l'annonce du plan de relance allemand. D'accord. Donc je pense que le groupe devrait croître fortement bénéficier, d'autant que en juillet dernier, ils ont annoncé l'acquisition d'une société qui s'appelle Sateba, qui est le leader européen dans la production de traverses pour le rail. Eux étaient déjà très forts aux États-Unis et en Australie. Donc, suite à cette acquisition, le groupe va devenir le leader mondial des équipements dédiés au rail. Donc, c'est typiquement une idée à avoir si on veut s'exposer au plan de relance sur le rail pour tout ce qui est infrastructure.
Alors, une autre façon de jouer le ferroviaire donc, allemand, d'une autre manière, donc c'est avec IVU Traffic Technology, alors là c'est du logiciel. Exactement. IVU, tout simplement, conçoit et distribue des logiciels qui sont des logiciels one-stop shop permettant aux opérateurs ferroviaires ou de réseaux de bus Mhm. de gérer le planning du matériel, donc les différents itinéraires, de générer les chauffeurs, de gérer aussi la maintenance, savoir quand envoyer tel ou tel train en réparation. Mhm. Il gère aussi tout l'aspect ticketing, l'émission de tickets, les réclamations. Il gère l'information des voyageurs dans les gares, dans les trains et aussi en ligne avec des applications dédiées. Le vrai intérêt en fait de cette société, c'est qu'elle est vraiment au cœur des sociétés qui exploitent le rail. Ces licences sont vendues en perpétuel, hein. Ce sont des licences perpétuelles auxquelles est liée une grosse partie de maintenance, puisqu'il faut savoir qu'environ 10 à 20% du prix de la licence est payé chaque année en maintenance. Donc plus le groupe gagne de clients, plus ses revenus récurrents liés à la maintenance augmentent. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont réussi à multiplier par 2 au cours des 10 dernières années le chiffre d'affaires récurrent dans le mix, hein, qui devrait atteindre les 50% cette année, ce qui est très satisfaisant. Au-delà de ça, ce qu'on apprécie particulièrement chez IVU, c'est que le groupe n'a jamais perdu aucun client, que sur la zone d'art, ils sont leaders avec 90% de part de marché en Allemagne, si bien que le plan allemand qui devrait arroser entre guillemets de liquidité le secteur du rail devrait fortement profiter à IVU du fait de ses parts de marché. Au-delà de ça, le groupe génère du cash. Et pour vous donner un ordre d'idée, IVU, c'est 19 années de croissance organique consécutive, des marges en croissance et une génération de cash constante, malgré des effets BFR qui peuvent être des fois assez importants lors de la signature d'un très gros client. Alors, troisième valeur, donc, c'est KSB. Là, on est dans la production, la manufacture donc, de pompes et de vannes. Voilà, on s'éloigne un peu du rail, Mhm. mais on reste toujours dans les infrastructures en Allemagne. Donc, effectivement, KSB est l'un des leaders de la production de pompes. Pompes qui sont dédiées à différents secteurs, l'industrie en général, le secteur minier, le secteur oil and gas, mais aussi tout ce qui va être énergie et je pense en particulier au nucléaire. Hein, même si l'Allemagne est sortie du nucléaire, KSB étant un acteur mondial a gardé son savoir-faire dans le nucléaire. D'accord. Dernièrement, Vous pensez que l'Allemagne va revenir sur le nucléaire? pour être tout à fait franc, j'en ai aucune pas. idée. Et l'eau aussi, hein, tout ce qui va être station d'épuration, réseau d'eau, sont une grosse thématique qui est en forte croissance ces dernières années. Donc le groupe est très bien diversifié, a un portefeuille de produits extrêmement large du fait de cette diversification. Au-delà de ça, KSB a été une valeur fortement décotée dans le sens où, comparé à des peers, pour vous donner un ordre d'idée, le titre traite aux environs de 4 fois EBITDA. Alors que les comparables sont de aux 8. alentours de 8-10 fois. Sulzer en Suisse traite aux alentours de 10 fois. Et le concurrent américain Flowserve traite aux alentours de 10,8 fois. D'ailleurs, une acquisition a été récemment faite par un fonds de private equity aux États-Unis sur une société aux alentours de 14,5 fois. C'est pour vous dire à quel point le titre est décoté. Mais pour des raisons qui sont de moins en moins évidentes, dans le sens où le groupe a réussi à multiplier sa marge par 2, sa marge d'EBIT par 2 sur les 10 dernières années, grâce principalement à du self-help. En fait, le groupe a une division d'aftermarket liée à la maintenance typiquement de ses pompes
qui a tout simplement doublé dans le chiffre d'affaires au cours des 10 dernières années. Et cette division... Et l'aftermarket crée de la récurrence, bien entendu. Et puis elle génère une marge nettement supérieure, aux alentours de 20% de marge d'EBIT, ce qui a un effet mix tout simplement exceptionnel et ce qui a permis au groupe de passer d'une marge d'EBIT de 4 à 8 sur les 10 dernières années. Ils ont atteint leurs objectifs d'une marge d'EBIT de 8% avec 2 ans d'avance et visent désormais une marge d'EBIT de 10%. Donc l'intérêt de cette société, c'est que avant le lancement du plan d'infrastructure, la croissance n'était pas extrêmement forte. Ce n'est pas une valeur de croissance. Et là, ça va constituer un catalyseur puissant. Ça va constituer un catalyseur, mais au-delà de ça, le groupe n'a pas besoin d'une croissance top-line pour faire croître son EBIT. Du fait de cette montée en puissance des services dans le mix, le self-help permet à KSB, même sans faire de croissance organique, de générer de la croissance au niveau de son résultat d'exploitation. Et si vous voulez, même sans croissance d'organique, vous avez des EPS en croissance entre mid et high single digit, rien que par le self-help. Donc c'est vraiment une société à avoir en tête pour s'exposer à la fois au plan de relance, mais aussi au secteur de l'énergie qui se développe plutôt bien, et une société qui est, pour ainsi dire, bon père de famille, dans le sens où la valorisation est très attractive, que même s'il n'y a pas de croissance, elle réussira à faire des résultats. Une société qui est cash net, puisqu'il y a plus de 23% de la CAPI en cash, dispose de 330 millions de cash au bilan. Oui. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, la société a une gouvernance qui n'était pas exceptionnelle et une communication qui laissait à désirer ces dernières années, mais elle s'est bien améliorée avec l'annonce d'un Capital Market Day. Et ils ont, il y a quelques années, fait l'effort de passer sur le segment SDAX. Donc ils ont amélioré la communication. Et on pense que le jour où ils réussiront à mutualiser les 2 types d'actions, puisque aujourd'hui il y a une action préférentielle et une action simple, le jour où ces 2 actions seront fusionnées, on pense que globalement ça sera un catalyseur majeur qui devrait permettre au titre de re-rater, même si depuis le début de l'année, KSB a un très beau parcours boursier. Guillaume, merci pour ce partage d'expérience, d'expertise très détaillé, très précis. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investor TV avec de nouveaux invités.